Bonjour à tous, bienvenue à l'Université d'Evry. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir nous excuser du retard occasionné. Voilà, donc aujourd'hui nous allons vous présenter la filière éco-gestion. Cette filière sera présentée par Damien de Joffos qui est responsable de cette filière. Ensuite, nous passerons au professionnel qui est donc Nicolas Delaine qui est contrôleur des gestions, qui est un ancien étudiant de l'Université d'Evry. Donc il vous présentera son parcours ainsi que son travail professionnel. Ensuite, nous aurons Jean-Yves Le Juer qui est expert comptable, commissaire aux comptes. Puis nous allons avoir un retour d'expérience de Floriane Tetti, qui est en licence 3e année, et de Guillaume Ramassami, excusez-moi, étudiant en 3e année, double licence éco-droit. À l'issue donc de ces interventions, il y aura des échanges, des questions-réponses, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat. Ainsi, Monsieur Damien de Joffos vous répondra. Bonjour, donc je me représente, je m'appelle Damien de Joffos, je suis donc le responsable pédagogique de la licence économie et gestion à l'Université d'Evry. Et donc je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques et les spécificités de cette licence économie et gestion. Donc on va commencer par une petite remise en perspective. Donc cette licence économie et gestion, elle dure 3 ans et elle a pour objectif de vous emmener un minimum à Bac+5, soit jusqu'au master. Donc cette licence économie et gestion, elle est organisée de façon générale sur la base suivante. Vous avez les 2 premières années qui sont un tronc commun, qui vont permettre en fait d'acquérir un socle de connaissances fondamentales en économie et en gestion. Et puis en 3e année, vous aurez des choix de spécialisation qui vous seront proposés, puisque en 3e année, on a 2 parcours principaux. On a un parcours économie et management, qui est donc un parcours en formation initiale, donc un parcours standard, et on a un parcours en gestion, qui est en formation en apprentissage, donc qui alterne des séances des jours à l'université et des jours en entreprise. L'intérêt de cette licence, c'est qu'elle s'inscrit dans la logique de Paris-Saclay, donc elle vous donne accès ensuite à des masters de l'Université Paris-Saclay, que on porte nous en tant qu'université, ou alors qui sont portés dans d'autres universités partenaires. Typiquement, on peut prendre l'exemple du Master Finance, ou du Master IES à l'Université Paris-Saclay, où on a des masters plus spécifiques à l'Université d'Evry, donc des masters qui sont plutôt dans le domaine de la comptabilité, du contrôle, ou de la logistique par exemple. Voilà. Si vous envisagez d'aller plus loin et de poursuivre vos efforts et votre cursus, vous pourrez, à l'issue de ces masters, intégrer des doctorats, soit en économie, soit en gestion. Alors je sais que pour vous ça paraît peut-être un petit peu loin cet horizon temporel, mais c'est une perspective à conserver dans votre élaboration de cursus universitaire. Alors si on revient sur notre licence économie et gestion, c'est un cursus universitaire qui est ambitieux. Cette formation universitaire, elle est construite principalement sur 2 piliers, un pilier de sciences d'économique, un pilier de sciences de gestion, et avec un champ disciplinaire qui fait le lien entre les deux, qui est le champ disciplinaire des mathématiques et des outils statistiques. Donc c'est une formation universitaire exigeante qui s'adresse principalement à des étudiants de bac généraux, issus alors des anciennes sections S et ES. Alors je sais que ça n'existe plus maintenant, mais en gros, qu'est-ce qu'on attend des étudiants bacheliers pour qu'ils aient les meilleures chances de réussite dans notre filière? C'est qu'ils aient des bonnes capacités d'analyse, des bonnes capacités de réflexion, et qu'ils aient des connaissances en termes d'outils scientifiques. Donc un peu des mathématiques, c'est obligatoire pour la filière. On ne demande pas d'avoir masteriser tous les outils mathématiques, hein, clairement, mais il faut savoir que c'est une filière qui est exigeante parce que elle repose beaucoup sur les outils d'analyse, sur des modèles mathématiques, et donc il faut que vous ayez quand même une appétence pour ce domaine-là. Cette filière est une filière généraliste, en L1 et en L2, donc c'est un tronc commun, ce que je vous ai dit au tout début de la présentation. Et ce tronc commun s'ouvre ensuite sur des parcours thématiques en 3e année. Donc on a le parcours économie management, qui est un parcours donc classique, avec un choix de 2e spécialisation en quelque sorte au semestre 6, puisqu'au semestre 6, vous devrez choisir une dominante soit de management, soit une dominante d'économie.
Dans ce parcours-là, on retrouve des thématiques générales, on retrouve évidemment les théories économiques, on retrouve de l'analyse financière, les matières liées à la finance, au data science, etc. Et puis on a des parcours qui sont en apprentissage. Ces parcours en apprentissage sont des parcours de gestion. On en a deux. On a un parcours marketing achat et un parcours comptabilité, contrôle de gestion. Le choix de cette orientation a lieu à la fin de la deuxième année. Donc c'est un choix qui arrive assez vite, mais sur lequel vous allez avoir quand même le temps de réfléchir au fur et à mesure en découvrant les différents domaines en première et en deuxième année. J'attire votre attention aussi sur le fait que la licence économie et gestion est une filière qui est très fortement demandée sur Parcoursup. En effet, depuis le début de l'existence de Parcoursup, la filière économie et gestion n'est jamais rentrée en procédure complémentaire. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne Parcoursup, mais vous allez donc formuler des vœux en procédure normale jusqu'à la mi-mars a priori. Une fois que les vœux sont formulés, on les traite, on les analyse, on génère un classement et on appelle les candidats sur la base de ce classement. Une fois que ce classement est épuisé, à partir du mois de juin, on rentre en procédure complémentaire, c'est-à-dire qu'on fait un deuxième tour en quelque sorte. Et ben en fait, la licence économie et gestion n'est jamais rentrée dans le deuxième tour. Depuis le début de l'existence de Parcoursup, on n'est jamais rentré. Alors un chiffre si vous voulez, l'an dernier on a eu 2150 dossiers, 150 demandes qu'on a classées, qu'on a étudiées. Sur les 2150 demandes, en fait, le dernier candidat appelé était aux alentours de 1450. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que si vous envisagez ce cursus d'économie et gestion, il faut que vous l'intégriez dans les vœux dès le début. Parce que vous n'aurez pas la possibilité, ou probablement pas la possibilité, en fait, de pouvoir reformuler un vœu dans les procédures complémentaires pour pouvoir intégrer cette formation. Donc, l'idée ici, c'est que si vous avez un doute, si ça vous intéresse, commencez par classer dans les vœux la licence économie et gestion. Parce que clairement, chaque année, on reçoit soit le responsable de mention, soit moi, je reçois des mails et me demandant d'intégrer des étudiants. Le problème, c'est qu'en fait, si c'est pas par Parcoursup, je ne peux pas intégrer d'étudiants à l'extérieur de cette procédure-là, par souci d'équité avec les autres candidats. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent coincés, en quelque sorte, à l'extérieur de la filière, alors que finalement, c'est la filière qu'ils auraient souhaité faire. Donc voilà, donc ça c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous envisagez, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, mais si vous l'envisagez, pensez dans vos vœux à intégrer la licence économie et gestion parce que clairement, il n'y a pas, depuis l'existence de Parcoursup, de nouvelles fenêtres d'intégration pour cette licence-là. Cette année, nous n'avons pris personne hors la procédure Parcoursup et hors de la procédure normale. On n'est pas rentré en complémentaire non plus. Donc, c'est une filière qui est très fortement demandée depuis pas mal d'années maintenant. Cette filière, elle est donc ça c'est la construction générale, le cursus standard, mais elle est aussi associée à deux cursus sélectifs, une double licence et une licence sélective de l'université Paris-Saclay. Donc on a effectivement des parcours d'excellence qui sont associés à cette licence éco-gestion. On a donc à l'université d'Evry une double licence mathématiques et économiques, donc comme son nom l'indique, qui porte sur la licence d'économie et gestion que vous avez ici, avec une sélection de cours à l'intérieur de cette licence, et sur la licence de mathématiques de l'université d'Evry. Donc c'est l'avantage de la double licence, c'est que vous suivez un cursus, et au bout de ce cursus, vous avez non pas un diplôme, mais vous en avez deux. Vous avez la licence de mathématiques et la licence d'économie. Alors clairement, pour ce parcours-là, vous n'avez pas le choix, il faut vraiment aimer les maths. C'est clairement, plus de la moitié des matières concernent des matières scientifiques, mathématiques, et donc il faut vraiment que vous ayez une appétence très forte pour les maths. Oui. Vous avez une question, je crois? Oui. Est-ce que cette double licence maths-économie, est-ce que c'est une formation sélective sur Parcoursup? Oui, alors cette double licence mathématiques et économie, elle est sélective sur Parcoursup, effectivement. Donc c'est une formation sur laquelle on peut très bien vous dire non. Alors contrairement à la licence économie et gestion où on ne vous dira jamais non, on vous dira oui ou oui si. Sur la licence mathématiques et économie, typiquement, on peut vous dire non. Et on dit non à peu près, de mémoire, la moitié des dossiers, voire les 2 tiers des dossiers qui nous sont envoyés.
Donc ça, c'est pour la licence mathématiques et économie. Et puis, il y a la licence sélective de l'Université Paris-Saclay, donc le diplôme sélectif de l'Université Paris-Saclay, qui est le diplôme de droit et économie. Comme son nom l'indique, c'est un diplôme qui va vous permettre d'avoir en fait une formation pluridisciplinaire dans le domaine du droit et dans le domaine de l'économie. Elle est associée à la licence économie et gestion, puisque certains des enseignements, alors pas la majorité, mais une petite partie des enseignements, en fait, sont des enseignements de la licence économie et gestion de l'Université d'Évry. Là aussi, c'est un diplôme qui est sélectif, donc qui nécessite d'avoir un dossier, qui est étudié sur la base d'un dossier, et sur lequel on peut, en fait, vous dire qu'on ne vous accepte pas dans cette formation-là. Donc, si vous envisagez de demander un de ces deux diplômes, double licence ou diplôme Paris-Saclay, je vous encourage quand même à demander au moins une licence généraliste, non sélective, à côté. Idéalement la licence économie et gestion, mais si c'est pas la licence économie et gestion, c'en est une autre qui vous intéressera autant. Oui. Alors, est-ce que cette licence droit et économie de Paris-Saclay, donc c'est un double diplôme? Alors, c'est pas un double diplôme. Voilà. Est-ce que vous pourriez là-dessus développer, est-ce que ça donne un diplôme de droit, un diplôme d'éco, enfin, voilà. Ça donne un diplôme de droit et d'économie. C'est une formation pluridisciplinaire, c'est pas une double licence. Ça vous donne un diplôme de l'Université Paris-Saclay, droit et économie. Alors que le parcours de double licence mathématiques et économie donne les deux diplômes. C'est la nuance qu'il y a entre les deux. Donc, quelles sont les spécificités communes à ces deux parcours d'excellence? Alors, il y a marqué double diplomation, mais ça c'est double diplomation pour les maths éco. En tout cas, c'est formation pluridisciplinaire ou bidisciplinaire pour les deux parcours. Ce sont des formations qui sont sélectives. En général, on a une trentaine de places. Alors, ça peut varier d'une année à l'autre. En mathématiques et économie, cette année, ils sont 25. Et en droit éco, ils sont 33, je crois, ou 35. Ce sont des formations qui sont exigeantes sur le rythme de travail, parce que clairement, vous allez avoir plus de travail que dans une licence normale. Vous allez avoir un emploi du temps qui est beaucoup plus chargé, qui va demander plus d'implication. Et qui va vous demander donc un travail personnel plus important qu'une licence généraliste traditionnelle. Les candidatures se font donc sur dossier et donc vous êtes choisi via Parcoursup par une commission de recrutement sur la base des résultats que vous avez dans votre dossier académique. Et donc mon conseil, je le répète, pensez bien si vous demandez ces parcours d'excellence à demander des licences standards à côté, on ne sait jamais. Parfois, la concurrence est extrêmement rude pour rentrer sur ces deux parcours. Oui. Donc vous avez parlé donc du rythme de travail. Oui. Alors ça veut dire qu'en éco-gestion, donc pour la licence là, droit éco, ça veut dire que le droit, il y a à peu près combien d'heures, et en éco aussi, par rapport à une licence normale. Parce que alors, par rapport à une licence normale, d'accord. Par exemple, si j'ai 20 heures, par exemple, je suis en droit, j'ai 20 heures de cours, ou je suis en éco-gestion, j'ai 20 heures de cours, mais là, combien ça fait à peu près? Alors, à peu près, grosso modo, la licence économie et gestion standard, c'est entre 20 et 26 heures en fonction des semestres et des années, par semaine, de présentiel. Pour la double licence mathématiques et économie, on est plutôt sur du 35 heures, 36 heures par semaine. On est presque sur un rythme de lycée, en fait. Et pour la licence droit et économie, c'est à peu près la même chose. Voilà. C'est pas le double, parce qu'évidemment, il y a des matières en commun. Il y a de l'anglais dans les deux licences, il y a de l'informatique dans les deux licences, etc. Mais clairement, on est sur des volumes horaires qui sont plus importants. Et le niveau d'exigence est beaucoup plus important, puisque comme ce sont des parcours sélectifs, mécaniquement, en fait, le niveau d'exigence sera plus élevé et on va vous demander plus de précision, plus de travail. Donc si vous avez d'autres questions sur la double licence ou sur la licence sélective, on pourra y revenir après la présentation. Alors quels sont les débouchés? Alors je ne vais pas pouvoir présenter de façon exhaustive tous les débouchés, mais le débouché principal, c'est la poursuite d'études. Comme je vous l'ai dit en introduction, cette licence économie et gestion, elle est faite pour vous emmener sur un master. Donc le débouché principal, c'est clairement la poursuite d'études. Notamment les poursuites d'études au sein de l'Université Paris-Saclay, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que la licence d'Évry est un diplôme national, et donc en fait vous avez accès à tous les masters, quelle que soit leur localisation géographique, en France
ou parfois même à l'étranger. En tout cas, vous avez accès à tous les masters. Donc le débouché principal, c'est effectivement cette poursuite d'études. Cette poursuite d'études va vous forcer, en quelque sorte, à vous spécialiser, puisque autant la licence est généraliste, même s'il y a un petit peu de spécialisation en troisième année, autant le master, lui, sera beaucoup plus précis dans son champ de travail et d'application. Alors, quels sont les métiers qui sont accessibles après un cursus qui serait commencé par une licence d'économie et gestion? Alors, on a des métiers dans le secteur privé. Il y a évidemment les métiers qui sont liés au secteur de la banque, de l'assurance, de l'industrie, le service RH, le management, les ingénieurs statisticiens, des analystes. On a des conseillers, vous pouvez être consultant, vous pouvez être chargé de mission dans les institutions, etc. Donc voilà, c'est très très varié. On dit que, en fait, pour moi, je considère qu'effectivement la licence éco-gestion a probablement un panel de débouchés très très important et probablement le panel de débouchés le plus important des autres par rapport aux autres licences. Vous avez ensuite tous les débouchés dans le secteur public, dans les administrations, dans l'enseignement, dans la recherche, dans les collectivités territoriales, etc. Et puis, pour les meilleurs d'entre vous, ceux qui probablement auront fait un doctorat, vous pouvez travailler dans les organismes internationaux, notamment l'Union européenne, la Banque centrale européenne, etc. Alors, on ne va pas se cacher, la majorité des gens ne vont pas sur cette troisième option, la majorité des gens se retrouvent principalement dans le secteur privé, et principalement en entreprise. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on apprend un petit peu en première année? On va faire un focus uniquement sur la première année. Voilà une répartition en termes de pourcentage du temps de travail, du temps d'enseignement. Donc, on remarque qu'en première année, il y a 43% d'économie, 18% de gestion, 16% de mathématiques. C'est les trois piliers qu'on a posés au début. Alors, pourquoi il y a un si gros décalage entre l'économie et la gestion et les maths? Tout simplement parce que pour être un bon gestionnaire, il faut avoir une bonne connaissance de l'environnement économique. En tout cas, c'est le parti pris que nous avons pris à l'Université d'Evry. L'idée, c'est que pour être un bon gestionnaire, il faut connaître l'environnement économique, l'environnement de l'entreprise, etc. Et donc, ces éléments-là s'apprennent dans les cours d'économie principalement, en tout cas au démarrage. Et puis, au fur et à mesure du cursus, le poids de la gestion va augmenter et le poids de l'économie, en fait, diminue. Une petite question. Je vois qu'il y a des cours, enfin, il y a de l'anglais. Oui. Je voudrais savoir s'il y a des cours d'économie en anglais, ou des cours de gestion, ou des cours de maths. Alors, tout en anglais. Des cours en anglais, pas en première année, ni en deuxième année. Il y en a, il est possible qu'il y en ait, alors, tout le cours du début à la fin, non. Clairement pas. Par contre, il est possible qu'un enseignant puisse faire une ou deux séances en anglais s'il en a envie. Oui, ça c'est possible, c'est pas. Mais on n'a pas de cours en tant que tel intégralement en anglais. Ça c'est sûr, non, pas encore. Peut-être que ça viendra. Peut-être que quand vous serez à l'université en troisième année, on aura peut-être basculé sur un cursus beaucoup plus international. Mais pour l'instant, non, clairement pas. Donc on voit que les maths ont un poids qui est relativement important. Hein. Les maths, c'est 16% du volume global des enseignements. Alors c'est mathématique au sens large, hein. Il y a des outils statistiques, il y a des outils mathématiques derrière. Et puis on a quelques matières d'ouverture, on a du droit, on a de la sociologie, il y a de la méthodologie et du PPP. Alors le méthodologie, c'est pour essayer de vous faciliter le lien entre le lycée et l'université. Et le PPP, c'est le projet professionnel personnalisé, à savoir en fait c'est un enseignement qui doit vous permettre de réfléchir sur l'élaboration de votre projet professionnel. Alors, ça n'engage à rien, c'est pour vous aider dans votre réflexion dans l'élaboration du projet professionnel. Voilà. En deuxième année, on voit que la gestion a pris du poids, puisqu'on est passé sur 25%. L'économie a un petit peu grossi, mais parce que derrière le terme économie, on met beaucoup plus de choses aussi. Et puis c'est surtout en deuxième année, en fait, que vous allez vraiment acquérir tous les outils, toutes les méthodologies qui vont vous servir pour le master et pour la troisième année derrière. Voilà. On remarque que le poids des maths a légèrement baissé, et puis on retrouve toujours un peu de droit, de l'anglais, évidemment, puisque l'anglais c'est la langue internationale, en tout cas en économie, en gestion, c'est la langue qu'il faut absolument maîtriser. Voilà. Alors, quelles sont les modalités d'enseignement? Alors, comment est-ce qu'on enseigne en licence éco-gestion? Vous avez trois types d'enseignement qui vous sont proposés. L'enseignement traditionnel à l'université, c'est le cours magistral, donc il a lieu en amphithéâtre.
La présence y est très fortement conseillée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans les cours magistraux qu'en fait on va vous donner les éléments de cours, les notions à maîtriser, qu'on va vous montrer, qu'on va vous apprendre, les techniques, etc. Oui. Oui, combien à peu près d'étudiants y a-t-il en cours magistraux? Alors, on va faire en effectif théorique et en effectif pratique du coup, parce que comme la présence n'est pas obligatoire, il y a une déperdition entre le nombre d'étudiants attendus et le nombre d'étudiants présents. Alors, en première année, cette année, on a 270 étudiants à peu près. L'année dernière, on en avait un peu plus. Alors, ça c'est pour les cours magistraux standards, c'est-à-dire qu'après on a des cours qui sont avec les autres parcours de mathématiques, économie, droit économie, donc en fait on a plus d'étudiants. En fait, ça va osciller entre 250 et 320 étudiants, voilà, en amphi. Ça c'est l'effectif théorique. Dans la pratique, ça dépend des cours, ça dépend des semaines, ça dépend du rythme aussi. Donc dans la pratique, tout le monde n'est pas là, on a à peu près entre 15 et 20% d'absentéisme. Voilà. Et qu'advient-il si, par exemple, l'étudiant n'assiste pas aux cours magistraux? Je vais être un peu cash, c'est son problème. S'il n'assiste pas aux cours magistraux, il faut qu'il se débrouille pour rattraper le cours, pour pouvoir valider son année, puisqu'en fait, à la fin de chaque semestre, il y a des séries d'examens. Ces séries d'examens portent sur le cours magistraux et sur les TD, les travaux dirigés d'application associés éventuellement. Donc si vous n'avez pas assisté au cours et que vous n'avez pas travaillé régulièrement, en fait, la probabilité que vous réussissiez la licence, elle est proche de 0. Donc en fait, c'est vraiment le monde où vous êtes responsable de vos actions et c'est vous, en fait, qui par votre comportement, déterminez votre probabilité de réussite ou pas. Donc la présence n'est pas obligatoire, donc vous pouvez ne pas venir, mais si vous ne venez pas, vous ne récupérez pas les connaissances. Et donc, pour réaliser les travaux dirigés qui sont associés aux cours magistraux, vous allez avoir des difficultés. Donc c'est la deuxième forme d'enseignement, les travaux dirigés. Donc c'est des séances de cours en petits groupes, en trentaine d'étudiants en général. On essaye d'avoir plutôt 20-25 étudiants par groupe, mais c'est parfois compliqué vu les effectifs. C'est une trentaine d'étudiants en général en moyenne. La présence y est obligatoire, elle est contrôlée et elle est sanctionnée. C'est-à-dire que si vous ne vous présentez pas aux travaux dirigés, en fait, on va vous déclarer défaillant. Alors, si vous ne vous présentez pas sans justificatif, ça veut dire qu'en fait, vous passez pas l'examen. Et vous viendrez en session de rattrapage. Donc là, la présence y est obligatoire. Les travaux dirigés sont des séances, en fait, d'application des cours magistraux. Donc, ce sont des séances dans lesquelles vous allez manipuler, vous allez être confronté aux notions, aux outils que l'on vous aura présentés en cours magistral. Il y a du contrôle continu avec les travaux dirigés. On dit souvent l'université, c'est les examens, mais les examens ne représentent en fait qu'une partie de l'évaluation à l'université. On a des contrôles continus, des devoirs surveillés, des préparations à rendre, des exposés dans certaines matières à préparer, à présenter, etc. Et donc ces notes comptent dans votre validation de l'année. Donc si vous ne travaillez pas les cours magistraux, que vous allez en travaux dirigés sans forcément être très sérieux, en fait vous allez être automatiquement sanctionné par des notes de contrôle continu qui seront en deçà de ce qui devrait être normalement. Et puis on a une forme d'enseignement hybride, les cours TD. Ces cours TD, ce sont principalement des formes d'enseignement qui sont appliquées aux cours de gestion et de comptabilité. C'est un mélange en fait entre le TD et le cours magistral. Donc la présence n'est pas obligatoire aux séances de cours TD traditionnelles, par contre, elle est contrôlée et elle est obligatoire au contrôle continu. Donc c'est vraiment le mélange, le mixte entre les deux. Vous n'êtes pas obligé de venir à tous les cours TD. Là aussi, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui pesez le pour et le contre. Par contre, quand il va y avoir du contrôle continu, il faut que vous vous présentiez, que vous ayez assisté ou pas, vous n'y avez pas le choix. Voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a environ 20 à 25 heures de présence par semaine si vous assistez à tous les enseignements. Et comme je sais que vous êtes sérieux, vous allez assister à tous les enseignements, puisque vous n'avez pas envie de redoubler votre année. Et donc, vous allez avoir entre 20 et 25 heures de cours. C'est relativement peu par rapport à une semaine en lycée. Alors pourquoi vous avez aussi peu d'heures de cours? Tout simplement parce qu'en fait, vous allez avoir à travailler à côté vos cours, vous allez avoir beaucoup de travail personnel. L'université, c'est beaucoup de travail personnel. En général, on dit qu'une heure de cours, c'est une heure de travail en présentiel. Une heure de travail, à la maison, en plus. Donc en fait, théoriquement, on s'attend à ce que vous travaillez en global 40 heures
à 50 heures par semaine. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 20 à 25 heures de présentiel, de temps de présence à l'université. Le reste du temps doit être mis à profit pour approfondir les connaissances dans le cours, les maîtriser et donc ne pas rater ses examens. Donc il y a du contrôle continu. Toutes les matières fondamentales sont associées à du contrôle continu dans cette licence. Donc en première année, vous avez 3-4 matières en contrôle continu. En deuxième année, il y a 6 matières en contrôle continu. Et en troisième année, il y a 4 matières avec du contrôle continu. Donc c'est les matières fondamentales. Et les autres matières sont évaluées uniquement sur la base d'examens semestriels. Donc chaque matière, qu'elles aient du contrôle continu ou pas de contrôle continu, donne lieu à une session d'examen à la fin de chaque semestre. Cette session d'examen, elle a pour objectif de valider l'acquisition des compétences et des connaissances sur le semestre qui s'est écoulé. Donc, chaque enseignement est sanctionné par un examen. Les matières qui ont du contrôle continu sont plus facilement validables dans le sens où le contrôle continu va être utilisé dans le calcul de la note finale sur la matière avec la note d'examen. Alors qu'une matière qui n'a pas de contrôle continu, typiquement, c'est une matière qui va être sanctionnée par une seule épreuve, une seule note, l'examen. Donc c'est du qui tout double sur ces matières-là. Alors ça peut faire peur, mais on a de l'accompagnement pour les étudiants qui l'ont mis en place. Et la première caractéristique, c'est qu'en fait on vous encourage et on essaie de vous accompagner vers l'autonomie. Un étudiant qui réussit à l'université, c'est un étudiant qui est autonome, dans le sens où c'est un étudiant qui est capable de se prendre en charge, de se dire maintenant je dois travailler, maintenant je peux me détendre, etc., qui est capable d'identifier les temps de travail et les temps un peu plus cool, un peu plus de détente que bien évidemment on est en droit d'attendre à l'université. Donc il y a beaucoup de travail. On essaye de personnaliser au maximum le travail dans les groupes de travaux dirigés. Le chargé de TD s'adapte au groupe de travaux dirigés qu'il a. S'il y a des difficultés sur les points mathématiques, il va mettre plus l'accent dans ce domaine-là, etc. On a donc le projet professionnel personnalisé qui est là aussi pour vous accompagner. On a un système d'enseignants référents, c'est-à-dire que chaque étudiant se voit affecter un enseignant référent qui lui permet donc d'échanger avec un enseignant sur le déroulement de son cursus, et qui peut essayer aussi de mettre à profit ce temps de discussion avec un enseignant pour réfléchir sur la suite de son cursus universitaire. On essaye de mettre en place également du tutorat et des colles dans les matières fondamentales, et on a mis en place un système d'évaluation systématique de tous les enseignements qui nous permet en fait d'avoir un retour sur la qualité de notre enseignement, la façon dont l'enseignement est perçu par les étudiants, et ce qui nous permet aussi, nous, de savoir s'il y a eu des dysfonctionnements et si on peut les corriger plus ou moins rapidement. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a du soutien? Alors oui, il y a du soutien. Il y a effectivement du soutien. Le soutien, en fait, c'est le tutorat et l'école, principalement. Alors, on a aussi ce qu'on appelle des études dirigées. Ce sont des séances qui sont faites par des enseignants, qui sont sur la base du volontariat et qui permettent, en fait, de renforcer les connaissances que l'on a vues en cours pour les étudiants qui seraient un petit peu fragiles. Voilà. Typiquement, en première année, on en a en économie et on essaye parfois on en a en maths, mais plutôt au deuxième semestre qu'au premier semestre. Mais il y a du soutien, effectivement, en plus. Voilà. Donc quelques chiffres, c'est la partie qui en général fait peur. Quelques chiffres sur le taux de réussite global en licence. Alors, vous avez donc ici quelques tableaux. Alors, on a le taux de réussite globale en licence sur les 3 années. Donc du coup, pour les étudiants qui étaient inscrits en 2015-2016, on avait 286 étudiants en première année cette année-là. Et on en a 47 qui ont réussi en 3 ans. Et il y en a 16 qui ont réussi en 4 ans. Ce qui fait qu'au global, on a eu sur 3 ou 4 ans, 63 étudiants qui ont validé leur cursus d'économie et gestion. Alors attention, ce n'était pas exactement la même licence économie et gestion que celle qui est en place maintenant, puisque la licence a changé cette année. Donc les chiffres, il faut à prendre avec un peu de recul, parce que clairement, on a changé des éléments, on a réajusté les parcours, et donc on espère que le taux de réussite sera beaucoup plus élevé maintenant. Ce qui fait un taux donc de réussite de 16,43%, soit 22% si on prend les 4 ans. Alors vous allez dire, c'est très très faible. Mais c'est très très faible, pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'absentéisme. En première année, on a beaucoup d'étudiants qui ne se présentent jamais. Donc on a environ, chaque année, 50 à 70 étudiants qu'on ne voit jamais.
Donc mécaniquement, en fait, ils sont comptés dans les 286 et ils font automatiquement baisser le taux de réussite. On a ensuite des étudiants qui se réorientent à la fin de la première année, mais surtout en fin de deuxième année. En fin de deuxième année, on a des étudiants qui se réorientent vers des parcours plus de gestion, vers des parcours d'école de commerce, et donc qui n'arrivent pas à terminer leur cursus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne valident pas le cursus dans lequel ils se sont réorientés. Bien au contraire, généralement, ils valident relativement bien. C'est pour ça, en fait, qu'on a ce taux de réussite qui est relativement bas. C'est qu'en fait, pour moi, ce n'est pas un très bon indicateur. En fait, il faudrait un indicateur de réussite sur ceux qui sont présents. On a aussi un deuxième tableau avec le taux de réussite global par type de bac. Vous voyez, vous avez les infos. Clairement, les bacs généraux réussissent beaucoup mieux que les bacs techno et les bacs pro. Un bac technologique et bac professionnel, on a 0% de réussite. Clairement. Voilà. Et puis vous avez les taux de réussite en première année, puisque c'est ça qui vous intéresse le plus, et c'est sur ce point-là que je vais terminer. On a donc l'évolution sur les trois dernières promotions. Alors on n'a pas celui de l'année dernière, parce que l'année dernière, vous le savez, ça a été une année un peu particulière avec la mise en place de l'enseignement à distance, etc. Mais les taux de réussite de l'année dernière sont encore meilleurs, puisqu'on est sur un taux de réussite de l'ordre de 45% pour l'année dernière. Alors, ce taux de réussite, il est relativement faible, mais en fait, c'est parce qu'il est toujours calculé par rapport au nombre d'étudiants inscrits. Si on le ramène au nombre d'étudiants présents, en fait, il faut le multiplier par 2. Typiquement, il faut considérer que le taux de réussite en première année d'économie et gestion par rapport au nombre de présents, c'est environ 65%. Voilà. Donc moi, j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si on passe à l'intervenant suivant. Merci à vous en tout cas, et peut-être à l'année prochaine. Bien, merci beaucoup Damien pour cette formidable et toujours très intéressante conférence sur la filière éco-gestion. Donc nous allons passer à l'intervenant donc Nicolas Delaine qui est un ancien étudiant, qui va vous présenter un petit peu son parcours et sa vie professionnelle et comment il a découvert, comment il a pu trouver son entreprise. Donc j'ai 36 ans, donc je suis contrôleur de gestion chez Technicolor depuis 2011. Je suis contrôleur de gestion depuis 14 ans, depuis 2006. Donc comme vous a dit Irène, j'étais un ancien étudiant de l'université d'Evry. Pour cette conférence, je vais vous présenter le métier de contrôleur de gestion. Comme je vous ai dit, ça fait 9 ans que je travaille pour Technicolor. J'ai travaillé aussi pour Système U, Sanofi Aventis, Brico Dépôt par le passé. Donc, étant ancien étudiant de l'université d'Evry, je tiens à souligner l'importance, la plus-value de faire une formation universitaire. Au-delà des formations techniques, c'est que l'avantage d'une formation universitaire permet d'avoir des notions plus théoriques, de penseur économique, et cela permet d'avoir un meilleur recul sur son environnement de travail, l'environnement de l'activité auquel on travaille. Donc moi, dans ma vie de tous les jours de contrôleur de gestion, c'est 5 années que j'ai passé à l'université d'Evry, mais aussi à Anglia Ruskin University. Donc c'était ma 3e année de licence que j'ai passée en Angleterre, à Cambridge, en partenariat avec l'université d'Evry. Tout ce cursus m'apporte dans tous les jours et me permet de m'adapter très rapidement dans des événements, dans un environnement, et notamment aussi quand je fais face à des situations exceptionnelles. Ça me permet d'avoir du recul et de savoir prendre les meilleures décisions possibles. Donc, je vais vous présenter le métier de contrôle de gestion. Donc, le poste de contrôleur de gestion est une fonction support au sein d'une entreprise, d'une organisation. Ce métier a pour objectif l'aide au contrôle, au pilotage et à la décision au sein d'une organisation. Donc, donc c'est un poste qui fait partie entière de la stratégie d'une entreprise, qui aide à l'atteinte des objectifs, au contrôle aussi des performances, qu'il s'agit financières
ou organisationnel. Quand je dis organisationnel, je parle au niveau du respect des process. Voilà, ça permet d'être un garde-fou pour la direction, pour la direction opérationnelle, mais aussi pour les différents services opérationnels. Donc, contrairement au métier de comptable, le contrôle de gestion ne réalise pas que des analyses financières antérieures, il donne aussi une vision postérieure de l'activité au sein de l'entreprise. En effet, par rapport au budget, mais aussi par rapport aux données qu'il collecte de manière rigoureuse tous les jours, de manière hebdomadaire ou quotidienne, il permet de réajuster le budget, c'est-à-dire réajuster la prévision, la tendance des résultats des chiffres d'affaires, mais aussi des charges pour les différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc, il a un rôle essentiel, en tout cas, d'alerte pour l'entreprise. Donc, le rôle de contrôle de gestion est stratégique qui permet à l'entreprise d'être plus efficiente et efficace au niveau financier, mais aussi au niveau organisationnel. Au niveau des process, oui. Donc, ce poste est une aide à la décision auprès des responsables opérationnels pour dès qu'il y a des problématiques financières, mais aussi organisationnelles. Quand je pense organisationnel, c'est quand, par exemple, il y a des process qui ne sont pas respectés, des procédures qui ne sont pas respectées, ou que des process peuvent être améliorés, pourquoi pas rajouter de nouveaux process, de nouvelles façons de travailler pour rendre l'organisation plus efficiente et donc obtenir des gains de productivité pour l'entreprise et aussi via une amélioration dans le travail, dans la fluidité des collaborateurs à travailler entre eux. Donc, tous ces aspects, c'est au contrôle de gestion de pouvoir l'analyser. Le contrôle de gestion a une place transverse dans l'entreprise. Oui, en effet, chaque service est concerné dans la maîtrise et l'amélioration de la performance. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec différents métiers, différentes philosophies, et c'est très enrichissant et on se sent utile à pouvoir être de bons conseils, donner des signaux d'alerte et être source de propositions. Donc, les missions du contrôleur de gestion sont le suivi des performances, donc financières organisationnelles, comme je l'ai dit précédemment, via la mise en place d'outils d'analyse tels que les indicateurs KPI, Key Performance Indicators en anglais, et des tableaux de bord. Donc, si je peux donner un exemple de mon travail actuel, on a des missions récurrentes, hebdomadaires, quotidiennes, mais il nous arrive d'avoir des missions ponctuelles où on a des collaborateurs de d'autres services qui nous demandent des requêtes et on doit être en capable réactivité et être pertinent à mettre en place des outils financiers et tableaux de bord pour pouvoir donner une information la plus claire possible et la plus précise possible pour que justement ces collaborateurs opérationnels puissent prendre les meilleures décisions possibles. Donc, veiller au bon respect des procédures de l'entreprise. Oui, par exemple, moi, je suis en charge de vérifier le travail d'entrepôt et des transporteurs. Voilà, je travaille pour une des divisions de Technicolor, Distribution Service France, qui s'occupe de la distribution des Blu-ray, DVD dans toute l'Europe. Donc, je m'assure que les colis, les marchandises arrivent en temps et arrivent dans de bonnes conditions, sans dégradation, sans qu'il manque un produit dans les colis. Et pareil, j'analyse aussi la performance des transporteurs, qui soient, dans les temps, qui respectent les deadlines, les délais pour aller chercher la marchandise auprès des entrepôts et pour pouvoir après la transmettre auprès des magasins. Donc, comme je l'ai dit auparavant, au travers d'analyses précises, c'est donner des signaux d'alerte et être force de proposition dans le pilotage de l'entreprise. Oui, faut pas avoir peur faut pas être timide, faut pas avoir peur de prendre la parole et de pouvoir, avec la meilleure communication possible, dès qu'on sent que l'entreprise, au niveau financier ou
au niveau des process ne va pas dans le bon sens, d'alerter, d'être proactif par rapport à ça. Voilà, comme j'ai dit, une de mes missions aussi, c'est réaliser des budgets et aussi des estimés. Donc les estimés, ce sont des budgets réajustés. Donc par exemple, l'année d'avant, on a pensé qu'on allait vendre tant de DVD Blu-ray sur le territoire allemand en 2020. On se rend compte avec le Covid, par exemple, que c'est impossible d'atteindre ces chiffres-là. Donc, par rapport aux chiffres qu'on a quotidiennement, on réajuste le budget qu'on appelle estimé forecast en anglais, et qui permet de nous donner de bonnes données pour ceux qui sont en charge de décisions opérationnelles. Autre mission de contrôle-gestion, c'est réaliser des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles. Donc, clôture mensuelle, être sûr qu'au niveau des factures, par exemple, tout soit facturé. Et si on fait de la refacturation, qu'on ait refacturé bien tout ce qu'il fallait. Donc ça, c'est vachement important, parce que si on manque de rigueur par rapport à ça, on peut laisser passer beaucoup d'euros en jeu. Les qualités d'un contrôleur de gestion, donc c'est bien connaître l'activité de son entreprise, son environnement. Donc c'est pour ça que je disais qu'une formation universitaire, je trouve, est une valeur ajoutée par rapport à une formation plus technique. En plus de la formation plus technique, ce qui nous permet d'avoir du recul. Donc, une fois qu'on est au poste au contrôle de gestion, oui, l'essentiel, c'est emmagasiner, apprendre le maximum sur l'activité, le maximum sur l'organisation des différents services, le maximum sur les problématiques. C'est pour ça que il existe peu de contrôleurs de gestion freelance en ce moment, dans la mesure où si on manque de connaissances de ce pourquoi on travaille, au niveau de l'activité, du marché international, etc., on risque de ne pas être efficient dans la réponse qu'on peut donner et pertinent également. Donc, comme je disais auparavant, être proactif. Donc, surtout pas être timide. Voilà, ce qu'on attend du contrôleur de gestion, c'est qu'ils soient un garde-fou, qu'ils donnent des signaux d'alerte et qui puissent permettre à des personnes qui prennent les décisions justement de revoir leurs décisions et de reprendre une meilleure orientation. Avoir l'esprit d'équipe, oui, c'est dans le cas pour tous les métiers d'ailleurs. Ça permet de créer des synergies, d'améliorer son process, sa façon de travailler, d'être solidaire. C'est-à-dire, si on est solidaire, sans problème, on fait le backup d'un collègue. Si on a un souci, on a besoin d'aide, on aura facilement un retour, une aide de leur part également. Et travailler en bonne harmonie, c'est la meilleure façon d'être épanoui dans son travail et progresser et être de plus en plus performant. Voilà, et ce que je disais dans un des slides précédents, savoir travailler en étroite collaboration avec de nombreux services, la comptabilité, finance, ressources humaines, services opérationnels. Oui, avoir une bonne communication, être respectueux auprès des collègues au niveau de la forme, permet justement de fluidifier son travail et de pouvoir apporter vraiment une valeur ajoutée. Si par exemple il y a des services où on n'a pas envie d'aller les voir, ou on demande une requête et on leur dit non, peut-être la semaine prochaine, on verra, c'est contre l'état d'esprit d'un contrôleur de gestion. Au contraire, on doit être une valeur ajoutée auprès des services pour l'amélioration des performances. Pour le contrôle de gestion, les avantages d'un titre, on va dire, personnel, j'aurais dû le mettre en premier, c'est l'épanouissement. Moi, je suis plutôt épanoui dans mon métier parce que j'ai le sentiment d'apporter une véritable valeur ajoutée dans toutes les données que je collecte, que je traite, que j'analyse. Ça me permet d'être pertinent, d'être pertinent et être un bon garde-fou pour les différents services. Et le fait qu'ils prennent en considération mes analyses et tout, et que grâce à mon métier, on a pu faire des gains de productivité, c'est quelque chose qui est plutôt gratifiant
Voilà, au niveau matériel, ce qui est intéressant, c'est que le contrôle de gestion, c'est un métier où il y a beaucoup de débouchés, il y a beaucoup d'offres d'emploi sur le marché, même en cette période de Covid. Le salaire est très correct, à partir de 13-36 000 euros bruts par an en tant que contrôleur de gestion junior. Et ce qui est intéressant aussi, c'est découvrir différentes activités, métiers au sein du contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion, on peut le trouver pour les petites entreprises, small business, enfin, les startups, les multinationales, aussi les organisations publiques. Donc, on est amené de façon, quoi qu'il arrive, à avoir plusieurs jobs dans sa vie. Donc ce qui permet à chaque fois de découvrir de nouveaux métiers. Par exemple, moi, j'ai pu travailler au siège de Brico Dépôt, Longthon-sur-Orge. J'étais dans la centrale d'achat, donc j'ai travaillé avec des acheteurs. J'ai été contrôleur de gestion chez Sanofi Aventis, donc j'étais avec des ingénieurs en pharmaceutique. Technicolor, je suis en étroite collaboration avec tous les responsables logistiques, transport, mais aussi service client, customer service. Et comment dire, voilà, c'est ça qui en tout cas, moi, m'enrichit et me permet d'être, comment dire, être encore un meilleur contrôleur de gestion une fois que je découvre de nouveaux collaborateurs, de nouveaux collègues où on doit travailler ensemble et je découvre leur métier, ce qui me permet de mettre plus de cordes à mon arc. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, Nicolas, moi j'ai une question à vous poser. À l'issue de votre Master 2, comment avez-vous procédé pour trouver votre premier emploi? Vous m'avez entendu? Nicolas, à l'issue de votre Master 2, comment avez-vous procédé pour trouver votre premier emploi? On a la chance, surtout en ce moment, les plateformes comme c'était quel job à l'époque, Monsters, aussi Pôle emploi, ça marche aussi Pôle emploi, on peut trouver de très, très bonnes offres. Directement sur les sites des entreprises. Et aussi, voilà, ce qui sera plus pertinent pour vous, c'est que je vous dis c'est quoi les outils actuellement. C'est plutôt Cadre emploi, LinkedIn, Indeed. Utiliser son réseau, c'est important aussi, c'est-à-dire par rapport à votre entourage et tout, si par exemple vous avez un ami qui travaille dans telle boîte, vous savez qu'il recherche des postes, c'est important d'être à l'écoute de ça et voilà. Oui, Nicolas, j'ai encore une autre question. Quelles sont les perspectives d'évolution de carrière? Au niveau salaire, ça peut être rapide. Par exemple, là, j'ai dit le salaire, c'est entre 33 et 36 000 euros. Là, je parlais juste de Paris, la première banlieue, deuxième couronne, troisième couronne, et je fais une moyenne. Donc, au niveau salarial, ça peut évoluer assez vite. La moyenne d'un cadre contrôleur de gestion qui a entre, on va dire, 5 et 10 ans d'expérience, ou 15 ans, c'est entre 45 000 et 60 000 par an. Donc, les perspectives, c'est être responsable d'un service de contrôle de gestion, ce qui permet d'avoir des nouveaux challenges, une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire d'être plus au cœur de la stratégie de l'entreprise, avec des réunions directement avec les managers les plus importants de l'entreprise. Voilà. Mais elles sont assez voilà, perspective, c'est voilà, responsable de contrôle de gestion. Et ça arrive assez souvent. Par exemple, j'ai un ami qui était major de promotion à l'Université d'Evry, il a 32 ans actuellement. Voilà, à 30 ans, il est devenu responsable d'un service contrôle de gestion dans une des tours à la Défense. À seulement 30 ans. Sur votre fin d'études de Master 2,
Combien de temps vous avez mis pour trouver votre premier emploi? Est-ce que c'était 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, ou c'est à l'issue de votre stage? D'abord, désolé, au début, je pensais que personne m'entendait, c'est pour ça que... D'accord. Donc, j'ai manqué d'être exhaustif sur mon parcours. Voilà, j'ai fait un Master 1 et Master 2 en apprentissage au sein de l'Université d'Evry. Donc, à l'époque, le nom de ce diplôme, il a changé, ça s'appelait stratégie contrôle et pilotage dans l'entreprise. Donc, j'étais, dès mes 22 ans, en Master 1, j'étais salarié en apprentissage pour le groupe Elior. Donc, je travaillais, dans la semaine, je travaillais 3 jours en entreprise et les 2 jours, jeudi, vendredi, c'était à l'université. Et en deuxième année, c'était une semaine pleine en entreprise et la deuxième semaine, 3 jours en entreprise et 3 jours, même le samedi matin à l'université. Donc, moi, ce qui m'a aidé dans ma recherche de travail, c'est qu'en Master 1 et Master 2, j'ai fait de l'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose... vous êtes encore jeune, encore pour le moment, mais que vous pouvez penser dans quelques années, c'est-à-dire l'opportunité de faire de l'apprentissage, ça permet d'être rémunéré, mais aussi tout de suite être dans le bain du métier, et ce qui permet, dès qu'on termine le Master 1 ou le Master 2, d'être à l'aise dans les entretiens, d'être à l'aise pour les premiers jours de mission. Et moi, j'avais mis 3 mois après le Master 2 pour trouver un premier emploi après l'apprentissage. Je n'avais pas souhaité continuer pour des raisons propres. J'avais pas souhaité continuer avec le groupe Elior qui m'avait quand même proposé un poste, mais ça correspondait pas à ce que j'attendais au niveau contrôle de gestion. Ouais. Donc j'ai mis 3 mois. Merci Nicolas. Je ne sais pas si dans la salle il y a encore des questions. Donc nous allons passer directement à Floriane Tetti, qui est en licence 3e année. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Floriane et je suis actuellement en 3e année de licence éco-gestion à l'Evry. Pour vous dire mon parcours, j'ai fait un bac ES et ensuite je me suis orientée en licence éco-gestion et ça fait du coup, c'est la 3e année actuellement et peut-être, je sais pas encore vers quel master m'orienter, mais je pense m'orienter soit en marketing, soit en management et aussi peut-être faire un master spécialisé. Donc pour accentuer en fait mon bagage universitaire. Alors, pour ma première année, je me rappelle que j'ai eu mon souvenir globalement. J'ai été intégrée, pas à l'aise, je me suis adaptée au cours. Je tenais à faire un point concernant tout ce qui est prise de notes et tout ce qui est suivi du cours. Ne vous inquiétez pas, les profs, ils vont pas aller à 3000 km/h et pas vous attendre. Enfin, ils sont très compréhensifs sur le fait que vous venez dans un univers assez encadré. Donc, ils sont très indulgents dans la prise de notes. N'hésitez surtout pas à faire part de vos inquiétudes et surtout à faire part aussi quand vous en avez besoin. Si vous avez besoin qu'ils répètent, ils vont répéter. Si vous avez besoin d'informations sur un point du cours, ils vont vous le dire. Enfin, ne vous inquiétez pas pour ça. Les profs, ils sont plutôt très indulgents et très compréhensifs par rapport à tout ça. Donc, comme M. Dejeufosse l'avait dit, on a à la fin de chaque semestre des examens, donc on appelle des partiels. Je ne vais pas trop revenir dessus parce que ça a été bien expliqué, mais pour ma part, je me rappelle que j'étais assez stressée, mais pas vraiment pour grand-chose en fait, puisque au final, la clé pour réussir ces partiels, c'est juste de bosser en fait. Il n'y a pas de miracle ou quoi, il faut vraiment bosser sur le long terme. De manière assez rigoureuse en fait. Par exemple, vous pouvez tout simplement faire vos fiches à la fin des cours, par exemple, essayer de relire vos cours la veille, travailler vos TD les week-ends. Enfin, donc, il faut vraiment en fait, la clé de réussite au sein de la fac de manière globale, c'est vraiment d'être organisé, d'être rigoureux et surtout de savoir bien le faire en continu.
Voilà, il n'y a pas d'autres secrets pour réussir. Donc, alors, je vous ai parlé du fait qu'il fallait bosser, mais malheureusement, il y a certains étudiants, voilà, on va pas se mentir, certains étudiants qui n'arrivent pas à suivre qui n'arrivent pas à suivre notre cours, et ça m'est arrivé. Voilà, j'ai redoublé ma deuxième année, mais j'ai pas pris ça comme une punition. Il faut jamais prendre un redoublement tel qu'il soit comme une punition, comme une honte ou quoi. J'ai su parfaitement rebondir et du coup j'ai réussi à me passer en troisième année. Donc si ça vous arrive, c'est pas grave. Le plus important c'est vraiment de savoir là où on a échoué et surtout de pas refaire la même erreur en fait. Moi mon erreur ça a été que j'étais pas forcément super motivée et j'ai su être motivée pour l'année d'après et résultat bah, je suis passée. Donc oui, la fac, c'est une difficulté en fait parce que c'est aussi. Qu'est-ce qui se passe? Non, si on vous entend, hein. On vous entend. Ah, d'accord, ok. Je sais plus ce que je disais. Oui, la fac, en fait, c'est un degré de difficulté, mais pas comme la prépa dans le sens où en fait, il faut vraiment que vous soyez très autonome et que vous soyez très rigoureux. Ça, c'est vraiment la clé pour réussir à la fac. Donc oui, ça a un certain nombre de difficultés en fait. Globalement, je pense que j'ai tout dit. Puis voilà, enfin, vraiment, j'espère que vous allez venir au sein de cette licence. Ne vous inquiétez pas. Franchement, comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète, la clé de la réussite, c'est vraiment de bosser sur une manière continue. Et n'ayez pas peur de tout ce qui est maths. Si vous n'êtes pas forcément bon en maths, ou éco, si vous n'êtes pas forcément bon en éco. C'est mon cas, et pourtant ça va, je m'en sors à peu près. Donc franchement, réfléchissez bien à votre parcours, mais si vraiment vous voulez aller dans une licence généraliste où il y a beaucoup de débouchés, je vous conseille vraiment éco-gestion parce que vraiment vous allez avoir beaucoup de matières et vous allez forcément vous retrouver dans une. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh ben, merci, Oriane. Je trouve que vous avez été excellente parce que vous avez vraiment donné de bons conseils pour tous ces futurs étudiants. Et j'espère qu'ils l'ont bien entendu et qu'ils vont bien prendre note de tout ce que vous avez dit. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant une bonne nouvelle. Oui, on va passer à Monsieur Legeur. Monsieur Legeur a réussi à se connecter. Donc, je vous rappelle que c'est un professionnel, c'est un expert comptable, et nous allons l'écouter maintenant. Monsieur Legeur, l'antenne est à vous. Bien. Alors, il faut savoir que les métiers de la comptabilité se font par des examens tout à fait spécifiques, qui sont un peu des examens dits professionnels, qui se passent, qui se préparent après les licences ou les masters. C'est totalement professionnel et c'est normal parce que la comptabilité, la gestion en entreprise comme en association ou dans une administration publique, ça fait partie de règles qui sont relativement fixes et drastiques. On ne joue pas avec ça et on ne philosophe pas avec cela. Donc la comptabilité est un métier à part qui demande certaines connaissances de base. C'est rien de difficile en comptabilité. Le problème de la comptabilité, c'est que ça touche à tout. Ça touche au droit des affaires, ça touche au droit fiscal et beaucoup, et ça change tout le temps et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça touche au droit social, pareil, ça change et ça évolue très souvent. Que sais-je encore? Un peu de droit pénal. Dans la comptabilité, vous avez affaire à des techniques, un peu de gestion, mais on ne s'en utilise pas beaucoup. Il faut savoir que, si vous voulez, c'est tellement vaste, il y a tellement de types de comptabilité ou de professions que le seul moyen de s'en sortir, c'est de rentrer dans des dossiers et de manger du dossier. Plus vous allez rentrer dans des dossiers, plus vous verrez la complexité et plus il faudra avancer. Vous pouvez être expert comptable, déjà prenons la hiérarchie. Il faut être comptable pour devenir expert comptable. Pour être expert comptable, on peut aussi être commissaire aux comptes. C'est deux métiers différents.
Donc commençons dès le début. La comptabilité. La comptabilité, tenir une comptabilité de base, c'est vraiment pas très compliqué. Avec un BTS, on peut y arriver. Même des fois, avec un bac pro, on peut y arriver. On peut être soutenu, conseiller, aider. Mais vous n'aurez qu'une seule comptabilité à faire en même temps. Dès que vous rentrez dans un cabinet d'expertise comptable, on vous demandera de suivre les dossiers en comptabilité, principalement, et accessoirement, un petit peu plus tard, sans doute, après une période de 6 à 8 mois, on pourra vous donner d'autres dossiers, vous aider, vous orienter, vous conseiller, et peut-être vous donner un peu de social à faire, peut-être la paye. Entre parenthèses, la paye, c'est ce qui est aujourd'hui de plus difficile. Il n'y a pas un logiciel de paye qui est simple. L'apprentissage de la paye par un logiciel est beaucoup plus complexe que l'apprentissage d'une comptabilité. La comptabilité, il faut savoir la faire, la tenir. Il faut savoir que, en général, ce ne sont pas que des choses qui sont connues. Ce qui est connu, c'est traduire les événements économiques passés. Ce qui est plus compliqué, c'est d'essayer de traduire des risques à venir. Vous savez que la comptabilité des sociétés, normalement, est une comptabilité d'engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai signé un contrat, une convention, elle peut avoir déjà des effets, et c'est les effets de ces conventions ou de ces contrats qui sont comptabilisés. Des fois, on ne sait pas à la date précise où il faut comptabiliser quelles vont être les incidences globales. Et plus le temps passera, plus pire ce sera de ce côté-là. Pourquoi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, nous sommes obligés de tenir compte, par exemple, d'un coût de dépollution, par exemple. Un coût de dépollution d'une centrale nucléaire, l'EDF, ça, c'est à peu près le faire, c'est à peu près le mesurer. Mais vous, dans la petite entreprise, dans la moyenne entreprise, ou dans la grosse entreprise, ben, il y a des fois où vous ne savez pas encore, il faut s'entourer de conseils, il faut demander aux services de vous aider à pouvoir chiffrer, il faut les relancer là-dessus. En disant cela, je dis simplement que le service comptable, qui sera le vôtre si vous allez vers ce métier, comme je le répète, c'est un métier à part entière, c'est une technique, mais c'est aussi une fonction. Dans une entreprise, vous êtes au carrefour de pas mal de centres de décision, d'autres qualifications, informatiques, vous êtes en relation avec les services commerciaux, vous êtes en relation bien sûr avec la direction et bien sûr avec les fournisseurs et les clients. Donc, c'est la position centrale, mais il ne faut pas oublier que on vous demandera principalement d'établir des états comptables, trimestriels pour les très grosses entreprises et semestriels pour les grosses entreprises. Entre parenthèses, dans une grosse entreprise, vous pouvez être qu'un comptable parmi d'autres comptables. Il y a des grosses entreprises où on est chargé des fois que des comptes fournisseurs. Des fois, on est chargé que des comptes clients. Et des fois, c'est déjà très, très important parce que c'est en milliers de clients qu'on doit surveiller les encaissements et qu'on doit bien surveiller que les factures sont bonnes et décider s'il faut faire un avoir, annuler une facture, compléter une facture, suivre les tarifs. Enfin, c'est déjà tout un travail. Donc, une petite société, ça sera plus facile d'élargir son champ d'application entre les clients, les fournisseurs, les administrations, les impôts et pourquoi pas social. Donc, en liaison avec le métier technique, en liaison avec beaucoup de fonctions, je répète, informatique, commercial, administratif, etc., on vous demandera donc de sortir des états et très souvent, ça sera à vous, si vous voulez progresser dans le métier, de devenir un chef comptable, un directeur comptable, de voir et de susciter des recherches ou des compléments d'information. Dans une entreprise, ça sera peut-être à vous demain de dire « Ah ben, il y a un tel centre de profit où on n'est pas sûr d'un prix de revient de tel produit, où on ne sait pas pourquoi, mais normalement, on devrait dégager tant de marge, mais si on prend les statistiques de vente, on doit avoir tant de marge, en réalité, on ne les a pas. » Donc, à rechercher d'où vient le problème entre la théorie mathématique et la réalité comptable, la réalité des chiffres d'un certain rendement. Donc là, c'est assez intéressant. C'est une branche qu'on peut
traité sous la forme de comptabilité analytique. Et Dieu sait si aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque le plus dans nos comptables, tout ce qui est une recherche de la comptabilité analytique ou de, du résultat d'une opération. Donc, un comptable, la comptabilité, c'est un métier très ouvert. Il faut sortir de l'idée du petit comptable, gna gna gna, les vieilles écritures, dans son coin. Il faut aller au-delà de ça. Et c'est vraiment passionnant si on va au fond des questions et qu'on ne fait pas que de regarder de loin ce métier ou ce qu'il en sort. J'ai peut-être déjà parlé beaucoup. Moi, je suis un passionné moi-même de la comptabilité. J'ai une longue expérience derrière et je vais simplement conclure que j'ai un DEA d'économie avant d'être devenu expert comptable. Pourquoi? Parce que le DEA d'économie ne me donnait pas assez de satisfaction dans la qualité d'un travail. Il ne donnait pas directement sur un travail. Il m'a bien aidé après, bien évidemment, pour passer mes examens comptables, mes UV de comptabilité. Je vous engage, bien évidemment, à aller dans ce métier. Si j'ai encore un peu de temps et des questions, je vous parlerai du commissariat aux comptes, si vous le souhaitez. Oui, Monsieur Legeur, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je pense quand même que tout ce que vous avez dit a été profitable pour le public. Donc là, comme nous sommes dans les temps un petit peu restreints, si vous voulez, on va peut-être arrêter là. À moins qu'il y ait eu des questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans la salle. Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Parce que, oui, je vous remercie beaucoup parce que je vais laisser la place à Guillaume, qui est en double licence, 3e année d'éco-droit. Donc, il va nous raconter un petit peu son expérience de ces 3 années. Voilà, Monsieur Legère, je vous souhaite encore merci. Parce que ça m'intéresse. Oui, vous pouvez rester en ligne, effectivement, vous pouvez écouter, il n'y a pas de souci. D'accord, donc je suis Guillaume, je suis en 3e année de double licence droit éco. Je vais vous expliquer mon parcours tout d'abord. Donc j'ai fait un bac ES. Ensuite, je suis venu à Évry en double licence droit éco. Et comme Monsieur De Joffos vous l'a présenté, c'est une filière assez particulière et qui a un débouché vraiment énorme. Donc je ne sais pas ce que je vais faire en master, mais je vais vous expliquer ma première et ma 2e année. Donc ma première année, je suis arrivé, je connaissais absolument personne, mais à la fac, en travaillant avec nos groupes de TD ou en CM, on rencontre beaucoup de personnes qui peuvent nous aider à comprendre énormément de notions, c'est-à-dire d'autres camarades qui peuvent expliciter notamment des raisonnements mathématiques ou des raisonnements économiques qui sont relativement compliqués à comprendre, mais que eux ont réussi à assimiler, et que nous, on aura plus de mal à comprendre. Et le travail vraiment en groupe, je vous le conseille très fortement à l'université, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de comprendre énormément de choses. Et si vous avez des questions, les autres auront peut-être les réponses. Et c'est ce qui m'a permis de passer ma première année et ma 2e année, avec l'aide notamment de mes camarades, pour notamment développer les TD qu'on a eu ou les CM. Et je vais insister sur la présence en CM parce que en éco-gestion, si vous n'êtes pas là en CM, et même si vous avez rattrapé le cours ultérieurement, les explications des enseignants, vraiment, elles valent le détour et vraiment, elles sont très importantes. Sinon, pour le TD, vous serez vraiment dans une sacrée panade. Et c'est vraiment, ils jouent un rôle essentiel dans la compréhension des TD et dans la réussite des examens. Concernant les examens, on est relativement bien préparé à cela avec les DS en cours de semestre qui sont vraiment le reflet de ce que vous aurez au partiel pour les matières qui possèdent des DS pour les contrôles continus. Et vraiment, ils jouent un rôle majeur dans votre réussite de votre année CDS. Donc, il faut vraiment bien réussir à ce niveau-là et bien travailler tout au long de l'année sans négliger aucune matière. Parce que faire un arbitrage entre une matière, choisir une matière et délaissant, excusez-moi, une autre matière, vous sera toujours préjudiciable. Vraiment, il faudra travailler l'ensemble des matières qui vous seront proposées pour réussir et valider votre année.
Mais comme l'a très bien dit Florian, un redoublement n'est pas une sanction où il faut pas mal le prendre, c'est une expérience. Et il faut rebondir à travers ce redoublement et aller jusqu'au bout. C'est le plus important. Après, je sais pas ce que je peux vous dire de plus parce que les autres intervenants ont été très 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 efficaces. Est-ce que vous pourriez nous parler du travail en groupe? Comme quoi que c'est essentiel. Il me semble qu'arrivé en première année, c'est important qu'il y ait des groupes qui se forment entre vous, entre étudiants, et que vous vous épauliez. Vous pourriez un petit peu développer sur cet aspect, s'il vous plaît? Bah, naturellement, on a des affinités avec certaines personnes dans nos promotions et on va faire des groupes relativement personnels ou des groupes de classe où on peut, dans les groupes de classe, enfin des groupes de TD plutôt, il y aura des conversations WhatsApp, via Messenger ou autres qui vous permettront de communiquer les uns aux autres et notamment au sujet de questions banales ou des questions sur le cours, si un cours est déplacé ou autre, ou pour vous informer de certains éléments, ou même pour vous aider, vous entraider pour des exercices que vous réussiriez pas. Et notamment avec à l'université, on a la bibliothèque, on a des salles de groupe, enfin des salles où on peut travailler en groupe, et c'est relativement utile de les réserver via notamment l'application de la bibliothèque universitaire ou directement auprès de la bibliothèque. Mais vraiment, le travail en groupe est essentiel en ce sens où on n'a pas la science infuse et on ne peut pas tout comprendre d'un coup et que d'autres personnes dans votre promotion peuvent vous aider ou vous épauler pour comprendre certaines notions, notamment si vous avez certaines lacunes en maths, bah, d'autres personnes peuvent vous expliquer au-delà des explications de vos professeurs, enfin de vos enseignants. Et cela peut vraiment vous enchérir votre connaissance et votre compréhension du cours. Je vous remercie, Guillaume. J'ai une autre question à vous poser. Est-ce que vous pouvez mettre en avant les spécificités de la double licence éco-droit? Alors, la double licence éco-droit, c'est vraiment une licence à part si on compare aux autres licences, parce qu'on a des cours la plupart de nos cours, c'est des CM, mais en groupe restreint, c'est-à-dire qu'on fait à la fois un CM et un TD, et notamment en droit à ce niveau-là. Et et le groupe on a une vingtaine d'étudiants aujourd'hui, enfin en troisième année, on est moins de 20 étudiants, et on a à la fois des matières d'éco et à la fois des matières de droit. Et on voit un panel énorme de matières et on a un choix énorme à cette issue. Et on est vraiment très proche de nos enseignants, en ce sens on est vraiment un groupe restreint. Et ce groupe restreint il nous permet surtout d'avoir vraiment une proximité avec les professeurs qui fait qu'on peut poser de manière très factuelle nos questions. Parce que comparé à un amphithéâtre où on est plusieurs centaines, où on est moins à l'aise pour poser des questions autour d'autant de personnes. Dans un groupe restreint, c'est beaucoup plus simple et la prise de parole est plus facile entre chaque personne. Et en double licence, on est très peu. On a partagé aujourd'hui 3 ans ensemble. On se connaît très bien. Du coup, on peut vraiment tous s'aider les uns les autres et ça nous tire tous vers le haut au final. Moi, j'aurais une autre question encore à vous poser. Tout à l'heure, Damien de Jophos a parlé qu'il y avait à peu près 20-25 heures de cours ou un peu plus, je crois un peu plus. Mais vous devez, vous, de votre côté, avoir autant de travail personnel. Comment agencez-vous ce travail durant la semaine et le week-end? Alors, le travail personnel, il y en a énormément. C'est à peu près ce que avait dit Monsieur de Jophos, en ce sens où 1 heure de cours, ça peut valoir à 1 heure de travail personnel, parce que en plus de reprendre le cours, il faut travailler les exercices qu'on devra préparer pour nos TD, notamment en éco-gestion, où on a énormément d'exercices, et ces exercices sont vraiment la base de sur quoi on va être interrogé tant en DS qu'en partiel. Et il faut consacrer énormément de temps pour refaire plusieurs fois ces exercices, c'est-à-dire que une fois rentré, moi, j'ai toujours eu des semaines de 35 heures à peu près avec la double licence. Donc, je finissais souvent très tard, entre 16 heures et 20 heures. Et une fois rentré, à peine le temps de manger, il fallait reprendre les cours de la journée. Il faut reprendre
faut s'avancer pour les prochains cours, pour faire les TD, faire les exercices. Et toujours refaire. Et à force de pratiquer, on assimile les choses. Si on fait tout à la dernière minute, on aura d'énormes difficultés le jour des examens. Et dans le week-end, moi j'ai un travail étudiant, donc j'ai très peu de temps le week-end, mais le peu de temps libre que j'ai, je l'accorde à refaire mes exercices, à travailler et à revoir un maximum mes cours. Avez-vous le temps de participer à la vie étudiante? Et si oui, quelles sont vos actions? Ma réelle contribution à la vie étudiante, c'est en qualité d'ambassadeur. Je suis ambassadeur de l'université d'Evry. En ce sens, j'ai l'occasion de participer à plusieurs forums qui sont organisés dans l'université, où on participe à des activités d'accueil pour les nouveaux étudiants, les néo-entrants, et notamment avec une visite du campus ou une interaction avec les étudiants, avec diverses activités. Je vois que vous avez une vie très comblée et enrichissante. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous félicite. Je pense que je vais repasser au PowerPoint, hein, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Merci beaucoup, bonne journée. Je vous en prie, Guillaume, merci beaucoup de votre participation, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais vous indiquer notre journée portes ouvertes qui aura lieu le 6 février. Ce que je vous conseille, c'est de vous connecter à partir de janvier sur le site de l'université www.ueve.fr afin de regarder un petit peu comment vont se dérouler ces journées portes ouvertes. Également, je voudrais vous parler des journées d'immersion qui sont prévues entre le 15 février jusqu'au 19. Donc là aussi, je vous invite à consulter le site internet. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez envoyer un mail à doip@univ-evry.fr. Je pense qu'en ligne, vous voyez le calendrier des autres conférences. Si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire sans problème. Voilà, je pense que nous avons terminé. Eh bien, écoutez, je vous remercie chacun de votre participation et de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis peut-être à bientôt et peut-être à la rentrée prochaine à l'Université d'Evry.